La scène était vivement éclairée, les caméras tournaient, un écran LED brillant derrière le podium scintillait avec le titre audacieux « Unité ouest-africaine, une nouvelle aube ». Des millions de personnes regardaient en direct. Le capitaine Ibrahim Traoré se tenait immobile, calme, mais quelque chose dans ses yeux, profond et tourmenté, laissait entendre que ce discours ne serait pas un sommet ordinaire. Le président Bola Tinubu, assis en face de lui, affichait une expression indéchiffrable. La voix du modérateur brisa le silence. « Capitaine Traoré, vous avez la parole. » Traoré s'approcha lentement du micro, comme si chaque pas portait le poids de 1000 voix inaudibles. La salle se tendit, les spectateurs se penchèrent en avant dans les salons, les cafés, les hôpitaux, même les gardes frontières interrompirent leur patrouille pour écouter. Mais Traoré ne commença pas par des salutations. Il regarda directement Tinubu et dit quelque chose d'inattendu. « Je parle aujourd'hui non pas en tant que leader, ni en tant que soldat, mais en tant que frère qui n'a pas pu dormir après ce que j'ai vu hier soir. » La salle se figea. Une vidéo commença à jouer, une petite fille au Nigeria pleurait à côté du corps sans vie de sa mère, abattue dans son sommeil. Des hoquets de stupeur. Comment en était-on arrivé là? Les larmes montèrent aux yeux de Traoré, mais il continua, elle n'avait que 7 ans. Sa voix se brisa. Un long silence suivit. Il baissa les yeux, sortit une photo pliée de sa poche et dit, « Je porte son image avec moi aujourd'hui, non pas pour provoquer, mais pour nous rappeler. » Il déplia le papier. Voici Fatima. Son histoire n'a pas fait les gros titres, mais son cri m'est parvenu à travers une vidéo qui n'aurait jamais dû être vue. Derrière lui, l'écran du studio s'assombrit, passant à un clip en noir et blanc, un chemin de terre, une hutte en feu, une petite main agrippant la robe d'une mère. Les modérateurs n'avaient pas approuvé cette vidéo, mais Traoré s'était assuré qu'elle soit diffusée. Dans le studio, les gens se tortillaient, mal à l'aise. Tinubu se raidit. Elle a supplié un soldat d'aider sa mère. Il lui a dit de courir. Traoré marqua une pause. Elle n'est jamais revenue. Des murmures choqués parcoururent l'audience. Une journaliste essuya discrètement ses larmes. Traoré se tourna vers Tinubu, mais sa voix s'adoucit. « Je ne suis pas ici pour blâmer, Monsieur le Président. Je suis ici pour supplier, en tant que père, frère, et africain. Cela ne peut plus continuer. » La salle était totalement silencieuse. Le monde retenait son souffle. Une goutte de sueur perla sur la tempe de Tinubu. Les caméras au Homer. Le regard de Traoré ne vacilla pas. Sa voix, calme mais lourde comme un orage imminent, résonna. « Dites-moi, Bola, dormez-vous la nuit ?» La question frappa comme une gifle. Le modérateur parut alarmé mais resta muet. Quand les rapports disent que 89 villageois sont morts à Sokoto la semaine dernière, quand un marché à Zamfara est bombardé, quand des enfants prennent les drones pour des étoiles, dormez-vous? Tinubu ouvrit la bouche, mais Traoré leva doucement la main. « Ce n'est pas politique. C'est personnel. » Il s'approcha du bord de la Seine. « Ce ne sont pas juste des chiffres, Monsieur le Président. Ce sont des filles, des fils, des fermiers, des mères. Ce sont le cœur battant de l'Afrique, et nous les laissons mourir. » L'écran LED afficha alors des photos brutes, non filtrées, visages d'enfants, chaussures vides, livres scolaires brûlés. Les téléspectateurs à domicile commencèrent à pleurer. Au Burkina Faso, une marchande laissa tomber ses produits et sanglota. « Je n'ai pas le droit de parler pour le Nigeria, mais j'ai le devoir de parler pour l'humanité, car si je me tais, je participe aussi à ces meurtres. » L'audience ne pouvait applaudir. Elle était brisée. Et ce n'était que le début. Le capitaine Ibrahim Traoré resta immobile, la photo de la petite Fatima dans la main. Elle courait pieds nus, dit-il, la voix tremblante, sur des cailloux, du verre brisé, du sang. Le studio était silencieux, même la climatisation semblait s'être arrêtée. Je n'ai pas besoin de rapport pour savoir ce qui se passe au Nigeria. J'ai vu les images. J'ai vu les enfants cachés dans des écoles sans nourriture, les mères suppliant les soldats pour la clémence. La caméra zooma sur Tinubu, dont les yeux ne sillaient pas, les mains si serrées que ses jointures avaient blanchi. Fatima n'avait pas de chaussures, répéta doucement Traoré. Elle courait vers nulle part, espérant que quelqu'un, n'importe qui, la sauverait. L'écran derrière lui vacilla, montrant des images, une salle de classe brûlée, des livres éparpillés, une poupée d'enfant couverte de cendres. Ce n'est pas de la politique. C'est un enterrement. Une panéliste détourna le regard, retenant ses larmes.
Monsieur le Président, dit Traoré, je ne demande pas une déclaration. Je demande une âme. Des sanglots étouffés résonnaient dans l'audience. À travers l'Afrique, des millions de cœurs s'éveillaient, mêlés de culpabilité, de chagrin et de la question lancinante, comment avons-nous laissé cela arriver? Traoré ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, une flamme discrète y brillait. Je sais ce qu'est la guerre, dit-il. J'ai enterré des soldats, écrit des lettres à leur mère. Sa voix trembla, non de peur, mais de douleur. Mais cette guerre, celle qui tue des bébés à Zamfara, des étudiants à Kaduna, ce n'est pas une guerre. C'est un effondrement. Il se tourna à nouveau vers Tinubu, mais son ton était plus doux. Quand vous portez le nom d'une nation sur vos épaules, ce n'est pas votre colonne vertébrale qui cède en premier, c'est votre cœur. La salle resta figée. Les journalistes ne tapaient pas, ils regardaient. Je ne suis pas venu vous faire honte, dit Traoré. Je suis venu parce que le silence est une mort lente, et notre Afrique étouffe. Il baissa les yeux sur ses mains. La poitrine d'un leader doit battre plus fort en temps de guerre. Elle doit porter la peur des enfants, les cris. Mais l'instant avait déjà transcendé la salle. Des extraits des mots de Traoré se propageaient comme une traînée de poudre sur Twitter, Instagram et WhatsApp. Il a parlé pour nous tous, écrivait-on. Même un leader burkinabé a plus de cœur que les nôtres. Le Nigeria pleure, et Traoré est le seul à écouter. De jeunes Nigérians se rassemblaient dans des cafés et des salles communautaires, regardant des rediffusions sur des téléviseurs fissurés ou des téléphones calés par des briques. Des mères pleuraient, certaines murmuraient des prières, d'autres fixaient l'écran, hébétées. À Lagos, une journaliste, ayant perdu son neveu dans une récente attaque, écrivit sur X, « Le capitaine Traoré a dit tout ce que nous étions trop brisés pour exprimer. Merci. » Dans le studio, Traoré revint au micro. Il ne s'agit pas du Burkina Faso. Il s'agit de nous, Africains, voisins, frères. Il leva un doigt et pointa directement la caméra, aux enfants qui regardent, vous méritez la paix. Aux pères portant la culpabilité, vous n'êtes pas seuls. Aux dirigeants cachés derrière le silence, vos peuples meurent plus fort que vos paroles. Un caméraman, abasourdi, oublia de couper pour la publicité. Le monde pleurait, et pourtant, quelque chose de plus grand venait de commencer. Alors que le sommet se poursuivait, Traoré sortit une enveloppe usée de la poche de sa veste. Il la brandit, « Ceci m'a été envoyé il y a 3 jours, dit-il doucement, par une mère de Yob. » Il déplia lentement la lettre. Elle s'appelle Myriam. Son fils, Azim, avait 14 ans. Il aimait le football et rêvait de devenir médecin. Les lèvres de Traoré se crispèrent. La semaine dernière, Azim a été abattu en rentrant de l'école coranique, pris dans un échange de tirs entre gangs et forces de sécurité. Il commença à lire la lettre à voix haute, chaque mot tremblant, « Capitaine Traoré, je vous écris car je sais que vous écouterez. Je ne veux pas de vengeance. Je veux juste que quelqu'un s'en soucie. Le sang d'Azim est encore sur mon seuil. Je le lave chaque matin, mais il revient avec la pluie. » Un murmure parcourut la foule. Les yeux de Tinubu étaient baissés. « Cette pluie, dit Traoré, ne vient pas du ciel. Ce sont les larmes que le Nigeria a versées, et personne n'entend. » La caméra balaya des visages figés par le chagrin. Nous ne pouvons pas diriger si nous ne nous agenouillons pas d'abord aux pieds de ceux que nous avons laissés tomber. Le monde regardait en silence. Tinubu releva enfin les yeux, où perçait la honte. Traoré le vit, mais ne frappa pas. Il s'approcha, « Monsieur le Président, je connais la pression, le poids. Mais quand le pouvoir détourne le regard, les gens disparaissent. » Il marqua une pause. Et le Nigeria disparaît. Des exclamations. Personne n'avait jamais prononcé de tels mots sur une scène mondiale. Chaque semaine, j'entends parler d'enlèvements à Kaduna, d'orphelins à Katsina, d'explosions à Borno. Mais le monde fait défiler l'écran, et votre gouvernement rédige des communiqués au lieu de solutions. Tinubu ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Je ne dis pas cela pour vous humilier, ajouta Traoré avec douceur. Je le dis car je crois encore que vous pouvez changer la donne. Une image fixe d'enfants nigérians dormant à même le sol d'un camp de déplacés surpeuplés emplit l'écran géant. Regardez-les. Juste regardez. Ce n'est pas de la fausse information, pas de la propagande. C'est réel. Une larme coula sur le visage de Tinubu. Quel héritage laissons-nous si les enfants doivent apprendre l'hymne national sous des tirs? La question résonna dans la salle.
personne n'avait de réponse. Traoré prit une profonde inspiration et s'avança au bord de la Seine. Il y a 2 nuits, commença-t-il, j'ai vu une vidéo d'un garçon. L'écran s'illumina, un enfant maigre, pieds nus, tapant doucement sur un tambour en plastique cassé. De la fumée s'élevait derrière lui, vestige d'une récente explosion. Il s'appelle Ibrahim, dit Traoré, comme moi. Mais son tambour n'était pas pour la musique. Il s'en servait pour calmer les plus jeunes, cachés dans les décombres. Silence. Ce tambour brisé a créé plus de paix que nos gouvernements en des années. L'audience s'agita. Tinubu semblait avoir cessé de respirer. Ce garçon, sans rien, réconfortait les autres. Alors je repose la question, que faisons-nous avec tout ce pouvoir, ce statut, cette responsabilité? La caméra zooma sur Traoré. Si nous ne pouvons protéger des enfants comme Ibrahim, nous ne méritons pas les titres que nous portons. Il regarda directement dans l'objectif, et je m'inclus. L'humilité de ces mots brisa les dernières barrières dans la salle. Il est temps d'agir. Pas de slogan, pas de discours. De l'action. Un claquement se fit entendre, puis un autre, et bientôt tout le studio se leva. Mais alors que les applaudissements enflaient, l'écran de la diffusion en direct devint soudain noir. Des millions de téléspectateurs à travers l'Afrique crurent à une panne de leur téléviseur. En réalité, quelqu'un dans la régie avait paniqué, le discours était trop brut, trop puissant. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, pourquoi ont-ils coupé? Qui a peur de la vérité? Nous devons entendre ceci. Dans le studio, Traoré, perplexe, observa les techniciens s'agiter. Un producteur s'approcha et murmura, on nous a ordonné de couper le direct. Trop émotionnel, trop politique. Traoré ne broncha pas. Il marcha droit vers le caméraman le plus proche, toujours en train de filmer pour les archives internes. Si le monde ne peut m'entendre en direct, dit-il, il m'entendra hors ligne. Le caméraman hocha la tête en silence. La caméra tourna de nouveau. Alors, Traoré fit quelque chose d'inattendu. Il descendit de la scène et marcha directement vers le siège du président Bola Tinubu. Monsieur le Président, puis-je vous parler, de leader à leader? La salle retint son souffle. Tinubu se leva lentement. Pour la première fois en des heures, il répondit, je vous écoute. Pas de micro, pas de pupitre, pas de bruit de foule. Juste 2 leaders africains face à face. Traoré ne haussa pas la voix, n'accusa pas. Il posa doucement une main sur l'épaule de Tinubu. Je sais que vous portez de la douleur, dit-il doucement. Je l'ai vu dans vos yeux aujourd'hui. Tinubu cligna des yeux. Mais nos peuples n'ont pas besoin de leaders qui portent la douleur. Ils ont besoin de leaders qui agissent à travers elle. La salle resta figée. Aucun téléphone ne sonna. Même les journalistes cessèrent de prendre des notes. La voix de Tinubu était rauque, vous ne comprenez pas comme c'est difficile. Traoré hocha la tête. Vous avez raison. Je ne comprends pas votre douleur. Il se tourna et pointa l'écran derrière eux, qui affichait désormais une carte du Nigeria, parsemée de points rouges. Chaque point marquait un massacre au cours des 3 derniers mois. Mais je comprends la douleur du peuple. C'est pour lui que je parle. La main de Tinubu trembla légèrement. Croyez-vous vraiment qu'il n'est pas trop tard? La réponse de Traoré fut immédiate, il n'est trop tard que lorsque nous choisissons le confort plutôt que le courage. La caméra zooma discrètement tandis que l'expression de Tinubu changeait. Une larme s'échappa, et derrière lui, les applaudissements reprirent de plus belle. Traoré regagna son siège sans un mot. Tinubu resta debout. Il regarda la foule, ses lèvres remuèrent légèrement, puis s'arrêtèrent. Enfin, il demanda un morceau de papier dans sa poche de poitrine. Il sortit un stylo noir. Si je puis me permettre, dit-il, j'aimerais écrire quelque chose. Les modérateurs, incertains de ses intentions, acquiescèrent en silence. Tinubu griffonna quelques mots, plia le papier et marcha vers le pupitre où Traoré s'était tenu. Ce n'est pas un discours, dit-il. C'est une promesse. Puis il lut ce qu'il avait écrit, ce soir, je me rendrai à Kaduna. Je rencontrerai les maires. Je marcherai dans les camps. Je ne parlerai pas en tant que président, je écouterai en tant que père. Les larmes coulaient librement dans l'audience. Et je ne retournerai pas à Ice Rock tant que je n'aurai pas de vraie réponse. Il regarda Traoré, merci de m'avoir brisé le cœur.
Le studio s'embrasa dans une ovation debout, et en ligne, au Nigeria comme au Burkina Faso, une phrase devint virale, l'Afrique guérit. Les images étaient tremblantes, filmées par un jeune volontaire avec un téléphone Android bon marché, mais elles secouèrent le continent. Le président Tinubu était arrivé à Kaduna, sans sirène, sans convoi, juste un SUV sombre, un assistant et un carnet à la main. Il marcha lentement dans le camp de déplacés. Les femmes le regardaient, incrédules. Un garçon murmura, « C'est vraiment lui. » Tinubu ne parla pas. Il s'assit sur un banc en bois, entouré de tentes faites de sacs de riz et de bâtons. La directrice du camp lui tendit une liste, « Voici les noms de ceux tués le mois dernier, » dit-elle. 47. Nous n'avons pas tous pu les enterrer. Il regarda le papier, puis leva les yeux, « Puis-je rencontrer leur mère ?» La nouvelle se répandit comme une flamme. En moins de 20 minutes, 6 mères en deuil se tenaient devant lui. L'une serrait la photo de sa fille, son unique enfant. Une autre tenait un uniforme scolaire déchiré. Elles ne crièrent pas. Elles pleurèrent. Et Tinubu, autrefois l'homme le plus puissant du Nigeria, pleura avec elles. Cette nuit-là, dormant sur un mince tapis parmi elles, il écrivit, « Le capitaine Traoré ne m'a pas humilié. Il m'a rappelé que j'ai encore une âme. » Au Burkina Faso, Traoré regardait les images de Kaduna dans son bureau présidentiel. Il resta silencieux longtemps, puis murmura, « Il y est allé. » Son conseiller hocha la tête, « Oui, monsieur. » Et il a écouté. Mais autre chose se passait aussi. À travers l'Afrique, des enfants commencèrent à envoyer des messages vidéo à leur président, inspirés par les mots de Traoré. Le plus viral vint d'une fillette de 9 ans à Kano, nommée Sarda. Pieds nus sur un béton fissuré, elle tenait une pancarte, « Arrêtez les tueries, laissez-nous apprendre. » Sa voix était faible mais claire, « Si vous nous voyez mourir et que vous restez silencieux, peut-être ne nous aimez-vous pas ?» Elle ne cria pas, ne pleura pas, mais son innocence transperça plus de cœur qu'aucun discours d'adulte. Au crépuscule, sa vidéo dépassait les 9 millions de vues. Traoré la reposta avec une légende, « Tu es la voix d'une nouvelle Afrique, et je t'entends. » Cette nuit-là, plusieurs présidents africains publièrent des déclarations conjointes promettant d'agir davantage. Mais Traoré ne célébra pas encore. Il se tourna vers son équipe, les mots, « C'est bien, » dit-il, « mais je me prépare à retourner au Nigeria moi-même. » La pièce se figea. Pour marcher là où Fatima est morte. Traoré arriva à Zamfara à l'aube. Pas de presse, pas de scène, juste le silence. Un guide local le mena à un terrain près d'une hutte effondrée, « C'est ici qu'elle est tombée », dit l'homme. Fatima. Traoré restait immobile, silencieux pendant plus de 5 minutes. Des oiseaux chantaient faiblement. Une petite chèvre rôdait à proximité. Puis Traoré fit quelque chose d'inattendu. Il s'agenouilla. « Fatima, » murmura-t-il, « le monde ne te connaissait pas, mais je ne te laisserai pas être oublié. » Il sortit de sa poche une perle blanche, venant du collier de sa propre mère, donnée avant sa mort lorsqu'il devint soldat. « C'est pour toi, » dit-il, « pour que chaque fois que quelqu'un oublie ton nom, Dieu se souvienne de ton visage. » Le guide se mit à pleurer. Alors que Traoré se relevait, une foule se forma doucement, villageois, mères, fermiers, enfants, à distance respectueuse. Une femme posa son bébé au sol et murmura, « Vous êtes le seul à être venu. » Le vent se leva, et pour la première fois dans ce village brisé, l'espoir revint. Alors que Traoré s'apprêtait à quitter le champ silencieux de Zamfara où Fatima était morte, une petite fille, pas plus de 6 ans, s'avança. Elle tenait un crayon cassé et demanda doucement, « Puis-je encore aller à l'école, monsieur ?» Traoré s'agenouilla. « Oui, » dit-il tendrement, « tu peux et tu dois. » La fillette hocha la tête, puis, sans prévenir, elle entonna une vieille chanson haoussa que sa mère chantait avant les attaques. Une voix devint deux devinrent 20, et bientôt tout le village chantait, leur voix s'élevant au-dessus des cicatrices et de la fumée. Personne ne leur avait dit de le faire. Cela venait de la douleur, de la guérison. Au centre, Traoré pleurait, non comme président, mais comme un père retrouvant son enfant perdu. Une caméra de drone captura la scène par hasard. Quand les images atteignirent les réseaux sociaux, elles se répandirent comme une traînée de poudre. « C'est l'Afrique pour laquelle nous luttons », lut-on dans un commentaire. « C'est l'Afrique que nous ne devons plus jamais perdre. » Le monde ne se contentait plus de regarder, il ressentait. 2 semaines plus tard, Tinubu retourna dans le même studio où tout avait commencé. Il ne tremblait plus. Il entra,
portant une boîte en bois sculptée par des artisans déplacés de Borno. Lorsque Traoré entra, les deux hommes s'enlacèrent en silence. Pas de mots, juste la vérité. Tinubu ouvrit la boîte, à l'intérieur, un drapeau nigérian plié, avec le nom de Fatima brodé en or sur le bord. Elle n'est pas morte en vain, dit-il doucement. Son nom flottera désormais avec notre drapeau dans chaque camp de déplacés. Les yeux de Traoré scintillèrent. Les deux leaders s'avancèrent ensemble et annoncèrent 100 millions de dollars de fonds d'urgence pour les victimes, un pacte pour la sécurité des enfants africains signé par 14 nations, et un fonds éducatif nommé d'après Fatima. Au Nigeria, au Burkina Faso, au Ghana, au Sénégal et même dans la diaspora, églises, mosquées et marchés explosèrent de joie. Pour la première fois depuis longtemps, les gens crurent que le leadership pouvait ressembler à de l'amour. L'Afrique changeait, non par les armes ou les menaces, mais parce qu'un homme avait dit la vérité et qu'un autre l'avait écouté. Dans une grande salle à Abuja, remplie de mères, d'orphelins, d'étudiants, de fermiers et de soldats, le capitaine Ibrahim Traoré se tenait au micro. Il regarda l'audience, puis la caméra, droit dans le cœur de l'Afrique. Le monde nous a vu saigner, dit-il, mais maintenant, qu'il nous voit nous relever. Un écran géant derrière lui s'illumina, montrant le visage de Fatima, la vidéo de Sarda, Tinubu à Kaduna, les filles chantant à Zamfara. La foule se leva, pleurant. Des communautés entières se tenaient la main devant leur téléviseur. Nous ne sommes pas impuissants, dit Traoré. Nous ne sommes pas sans voix. Nous sommes la tempête qui protégera chaque enfant par notre paix, pas par nos armes. Il leva la main, et pour la première fois, l'Afrique vit ses leaders non comme des rois, mais comme des serviteurs du peuple. La diffusion s'arrêta, mais le mouvement ne faisait que commencer. Si cette histoire a touché votre âme, ne faites pas défiler. Laissez un commentaire pour Fatima. Dites son nom. Dites au monde ce que vous souhaitez que chaque leader entende. Aimez cette vidéo si vous croyez que l'Afrique mérite la paix. Abonnez-vous si vous croyez en des leaders comme le capitaine Ibrahim Traoré. Partagez ceci avec quelqu'un qui croit encore en l'humanité. Car ce n'est pas seulement une histoire. C'est un cri, un appel, une promesse.